Ceci n'est pas une pipe, crue de nouvelles collectives 100% féminines, aux éditions Arcane 17. Cet ouvrage, c'est la dédicace toute spéciale des éditions Arcane 17 aux 100 bougies surréalistes. Première nouvelle partagée, celle de Juliette Prado. Quelle nouvelle! Imaginez, vous marchez dans la rue, n'importe quelle rue de n'importe quelle ville ou village. Vous marchez, là, sur le trottoir. Ou peut-être qu'il n'y a pas de trottoir, peu importe, ça peut être sur le bord de la chaussée. Vous marchez d'un pas décidé parce que vous êtes attendu quelque part. Léger peut-être, parce que vous venez de recevoir une bonne nouvelle. Ou au contraire, c'est un jour où vous errez, l'âme en peine, sans véritable but, à ressasser votre chagrin d'amour, une engueulade avec votre mère, ou votre découvert bancaire. Vous êtes triste, ou gai, ou ni l'un ni l'autre, mais vous êtes là, sur ce trottoir qui n'est peut-être pas un trottoir dans une ville qui peut être un village, avec au pied des baskets, des sandales, ou rien, sous un soleil timide ou sous une pluie franche, dans une banlieue triste ou au cœur d'une mégalopole, à l'heure du déjeuner ou aux prémices de la nuit, vous marchez. Imaginez encore, il marche dans la rue, n'importe quelle rue de n'importe quelle ville, mais la même. C'est important ça, la même ville ou le même village si c'est un village. Il marche. Ou elle marche d'ailleurs, peu importe. Yel marche, les mains dans les poches, ou tenant son chapeau qui menace de s'envoler à chaque bourrasque. Et elles sont nombreuses. Son chapeau, ou plutôt sa casquette s'il y a du soleil. Oui, tiens, ça serait bien ça, un jour de soleil et de vent. Non, pas trop de vent quand même, car Yel va devoir lâcher le chapeau, casquette, béret. Oui, pourquoi pas un béret, dans quelque temps. Quelques minutes. De moins en moins. Il va se passer quelque chose de surprenant. Peut-être même d'incroyable. Ce moment approche. 3 minutes, 2 minutes, 1 minute. Nous y sommes. Ça arrive. Yel en lâche son béret, casquette, chapeau. Ah si, il y a encore du vent. D'ailleurs, le couvre-chef s'envole. Mais ça n'a plus aucune importance. Yel s'en contrefout du chapeau, de la casquette, du béret. Ce qui vient de se produire l'emporte sur toute autre considération. Le vent aurait tout aussi bien pu arracher sa robe ou son bermuda, ça n'aurait pas eu plus d'effet. L'urgence n'est pas à se couvrir. L'urgence est à sortir son téléphone de sa poche. En définitive, on remerciera le vent d'avoir laissé ses vêtements à leur place et par conséquent les poches sur les vêtements et par conséquent le téléphone dans l'une d'elles afin qu'Yel puisse l'en sortir prestement. Yel compose un numéro, porte l'appareil à son oreille, attend quelques secondes à peine et d'une voix forte, claire, où pointe une forme d'urgence, lance dans le combiné « Tu ne devineras jamais ce qui vient de m'arriver !» C'est exactement à cet instant qu'avançant d'un pas décidé ou léger, dans cette ville ou ce village, sur ce trottoir ou ce bas-côté, à cet instant donc, précisément, que vous croisez un individu, homme ou femme, dont la perruque s'envole dans les airs, pendant qu'il crie au téléphone « Tu ne devineras jamais ce qui vient de m'arriver !» Ce qui vient de lui arriver. Pause. Obsession. Vous avez besoin de savoir ce qui vient de lui arriver. Mais comment? Option numéro 1, ne plus bouger. Attendre. La laisser raconter. Comptez sur le vent pour faire voler ses mots jusqu'à vous. Laissez venir l'histoire. Inconvénient de l'option numéro 1. Et si elle tourne le coin de la rue? Vous l'avez vu? Vous venez de le passer, ce coin de rue, un angle parfait, 90 degrés, avec un immeuble, une palissade, une rangée de platanes. N'importe quoi de grand, épais, opaque, dense qui arrêtera le vent et les paroles avec. Et si elle ne tourne pas, mais que le vent gêne,
empêche son interlocuteur de bien l'entendre, à trop souffler, et qui, elle, décide d'arrondir sa main et de la mettre contre sa joue, près de sa bouche, pour être plus audible de son confident, mais beaucoup moins de vous, par conséquent. Le son se contentant de tournoyer dans cette toute petite caisse de résonance entre ses 5 doigts pour aller se réfugier dans le micro de l'appareil, emprisonné là, sans pouvoir s'échapper jusqu'à vos tympans, pourtant prêts à le recueillir. Et si elle se fiche de se protéger du vent, parce qu'il n'y a plus de vent, justement. Il en avait assez, le vent, de souffler comme un damné, souffler depuis des heures. Il est fatigué, le vent, il en a marre, ça suffit, ya, basta. Repos, vacances, je tombe et puis c'est tout. Vous garderez vos nuages au-dessus de vos têtes, les feuilles mortes sur les arbres, et vos conversations n'iront pas voir ailleurs. Option numéro 2. Rebrousser chemin, à reculons, ou... Allez, soyons audacieux, en effectuant une rotation de 180 degrés, l'air détaché, pour emboîter le pas de cette langue prête à délivrer une information de toute évidence primordiale, sinon pour l'humanité, du moins pour votre curiosité. Inconvénient de l'option numéro 2. Si vous optez pour la marche à reculons, il n'est pas impossible que votre talon se retrouve malgré vous au contact d'une flaque d'huile, apparemment innocente car minuscule, mais en réalité sournoise car pile de la taille dudit talon qu'elle s'empresserait de faire glisser, zip, d'un coup comme ça, ce qui entraînerait votre jambe vers le haut et mécaniquement votre buste vers le bas, ce qui provoquerait ce qu'il convient d'appeler une chute et risquerait de vous infliger une contusion ô combien douloureuse, voire, si vraiment la pirouette s'avérait particulièrement spectaculaire, provoquer une fracture de la hanche qui nécessiterait la pose d'une prothèse impliquant une convalescence longue et pénible, et vous savez de quoi vous parlez, car justement, pas plus tard qu'hier, vous rendiez visite à votre tante Josiane, qui est clouée au lit depuis déjà 2 semaines, à cause d'une flaque d'huile. Maudites soient les flaques d'huile! D'autant que ça vous laisse une tache mastoc sur vos vêtements par la même occasion. Et après ça, Tintin pour la ravoir. Hein. On oublie le reculon, donc. À première vue, la volte-face semble moins risquée. Quoique, on n'envisage pas tous les risques pris pour un mouvement aussi anodin que pivoter sur soi-même. Et avec ce vent, lancer sa jambe en arrière tout en tournant le pied puis le poser, ramener la deuxième jambe aux côtés de la première, tout en luttant contre la pression d'une rafale imprévisible, c'est la quasi-garantie d'un tour de rein instantané. Moins grave que la fracture, mais tout aussi handicapant à très court terme. En tout cas, suffisamment paralysant pour vous empêcher de revenir à hauteur du porteur de cette nouvelle exclusive, alléchante, irrésistible, ce qui vient de lui arriver. Option numéro 3. Poursuivre sa route, à l'affût attentif, sur le qui-vive, oreilles et yeux grands ouverts, prêts à déceler le moindre petit détail qui pourra mettre à jour le grand événement qui s'est joué il y a à peine... Oh là là, 4 minutes déjà. On tergiverse et on prend le risque que l'épreuve soit détruite. Épargnons-nous l'évaluation des inconvénients de l'option numéro 3. De toute manière, il n'y a pas d'option numéro 4, dont acte. Il est plus que temps de savoir ce qui est arrivé à X. Oui, vous avez décidé de le surnommer X. C'est neutre, simple, efficace. Vous sortez de votre sacoche un imperméable, une loupe et une casquette, et vous voilà détective. Vous avez bien conscience qu'il manque une pipe pour que le costume soit parfait, et vous étiez persuadé d'en avoir une, mais en fait non. Ce truc tout au fond de votre sacoche, ce n'est pas une pipe. C'est un dessin de votre petit cousin, le petit-fils de tante Josiane que vous êtes allé voir hier. Vous lui aviez pourtant bien dit de remettre toutes vos affaires à leur place après qu'il eût joué avec. Les gosses. En piste, inspecteur, résolvons cette énigme. Interlude. Alors que vous vous apprêtez à plonger dans les brumes épaisses et voluptueuses du mystère, Martha Minestrone, épouse de Diego Minestrone, propriétaire du cirque du même nom, réalise qu'elle a oublié de refermer le portail en rentrant d'une partie de poker avec ses copines. Un peu pompette, avouons-le. Elle se précipite dans la cour et titube jusqu'à la rue, mais trop tard. Elle voit au loin Gaspard, leur vieux lama, trottiner vers sa liberté, qui semble se trouver en direction du centre-ville. Fin de l'interlude.
Vous avancez donc en quête d'indices. La rue est atrocement banale. Pas une boutique, rien. L'artère principale est plus loin, perpendiculaire. Aucune voiture garée. Rien que des façades de maisons austères à ras du trottoir. Grises. Mais tout bon détective sait détecter les anomalies. Allons. Indice numéro 1. Dans le caniveau, coincé entre un caillou et le mégot d'une cigarette à demi fumée, une clé à molette. Indice numéro 2. Abandonné sur un perron, un livre de poche avec sur la couverture une drôle de femme avec une sorte de bec et un corps en forme de main. Indice numéro 3. Un ballon de foot encastré dans une fenêtre. Indice numéro 4. Une bougie à l'horrible parfum synthétique de lavande, tellement fort qu'on le sent bien qu'elle soit éteinte et posée par terre au beau milieu de la chaussée. Ça tourne dans votre cerveau. Les engrenages se mettent en branle sous l'action de vos neurones ultra mobilisés. Les hypothèses s'enchaînent. Hypothèse numéro 1. 3 jours plus tôt, X a subi une effraction. Les voleurs sont entrés en cassant une fenêtre et ont emporté toute sa bibliothèque, sa boîte à outils et sa collection de bougies parfumées destinées à masquer la puanteur qui règne dans son appartement. Car oui, X sent mauvais des pieds. Tous ces objets sont donc des échantillons du butin des cambrioleurs et le ballon démontre qu'ils ont tenté de récidiver en brisant une autre vitre qui, manque de bol, a cette fois résisté et emprisonné leur arme. Certes, ça ne rendra pas à X tout ce qu'il a perdu. Il n'a même pas pris la peine de ramasser les quelques pièces abandonnées. Mais au moins, il a la certitude que ceux-là, privés de leur ballon briseur de fenêtres, ne pourront plus nuire. Hypothèse numéro 2. X a été pris au milieu d'un épisode de fureur de Madame Glissière, la boulangère du quartier, pourtant notoirement connue pour sa patience sans limite. Mais on le sait, c'est sous les flots les plus calmes que se dissimulent les courants les plus ravageurs. Et ça faisait déjà 3 fois cette semaine que son apprenti loupait son réveil et se prélassait dans son lit pendant que les clients piétinaient devant sa boutique à attendre des petits pains qui n'arrivaient jamais. Évidemment, on n'a jamais fait du pain en dormant. Alors Madame Glissière est venue sous ses fenêtres balancer tout ce qu'elle avait sous la main pour le sortir du lit. Et X qui passait là au même moment aurait pu recevoir le ballon, le livre, la bougie ou pire la clé à molette en pleine figure. Car Madame Glissière vise très mal. Mais oups, ouf, plouf, il a réussi à tout éviter. Et ça c'est dingue, lui qui est tellement maladroit habituellement. Hypothèse numéro 3. La soute de l'avion de ligne reliant Vienne à Mexico s'est ouverte en survolant la région, et le bagage de Néfertiti Plume, qui n'a jamais su faire ses valises correctement, a été pulvérisé pendant la chute, et son contenu s'est éparpillé au petit bonheur, et bim! X a assisté à l'atterrissage incontrôlé de ses effets sur le plancher des vaches. Vous en êtes là à échafauder vos théories tout en vous demandant pourquoi on dit plancher des vaches, alors qu'on n'a jamais vu de vache sur un plancher. On devrait dire pâturage des vaches. Et d'ailleurs, pourquoi vache? Qui a vu des vaches par ici récemment? Mon Dieu, ces expressions sont tellement ridicules. Et puis, subitement, vous la voyez. Là, coincée, derrière le lampadaire. Une liasse. Oui, c'est bien ça, une liasse. Des billets, des gros. À vue de nez, il y en a bien pour beaucoup d'euros. Mais non, c'est impossible. Ça ne peut pas être ça. X l'aurait ramassé. À moins que X ne soit complètement stupide, ce qui est une éventualité à ne pas négliger. Vous n'êtes pas stupide et vous avez besoin de vous racheter une pipe parce qu'il est hors de question que vous retourniez chez tante Josiane de sitôt. C'est bien beau d'être gentil avec la famille, mais quand même, faudrait voir à ne pas exagérer non plus. Vous ramassez l'alias, donc, et tout en poursuivant votre chemin, vous attrapez votre téléphone et composez le numéro de votre amie Gladys, qui décroche immédiatement. Allô? C'est exactement à cet instant que Martha Minestrone, partie à la recherche de son lama Gaspard, croise votre chemin et vous entend lancer d'une voix forte, claire, où pointe une forme d'urgence. Gladys, tu ne devineras jamais ce qui vient de m'arriver. Ce qui vient de vous arriver.